à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs sur le magazine Humura Burundi de ce dimanche 27 septembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Crépitement d'armes à feu ce soir en commune Kabarore de la province Kayanza. La population serait en train de fuir les ménages. Les détenus de la prison centrale d'Omimba dénoncent les conditions inhumaines de détention. Dans la rubrique Ubaruka, nous allons revenir sur le langage contradictoire du président Évariste Ndayishimiye. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kawela sur la mise en onde, ingénieur Égide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Une personne a été battue à mort ce samedi sur la colline Guabitsinda, en commune Bukeye de la province Muramvya. La population de la localité endosse la mort de cette personne aux forces de l'ordre de la position de Rusarenda de cette même commune. 4 policiers ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Hervé Niwire pour plus de détails. La victime est connue sous le nom de Prosper Majambere de la commune Gashishima en commune Bukeye de la province Muramvya. Ce citoyen est mort après être sauvagement battu par des policiers de la position de la localité appelée Rusarenda. Ces policiers l'ont arrêté et ligoté avant de l'amener avec eux. Témoigne cet habitant. Il était aux environs de 21h30 et ils nous ont rencontrés à l'endroit appelé Kagano sur la colline Guabisindu. Après, nous avons vu venir 2 policiers. Ces derniers l'ont arrêté et il a été menotté. Ils l'ont conduit à la permanence du parti CNDD-FDD et l'ont tabassé. La victime a été par la suite conduite à la position de Rusarenda. La famille de Prosper Majambere a été au courant de la mort des siens vers 3 heures du matin. Le corps du défunt n'avait encore été remis à la famille jusqu'à 13 heures de ce dimanche. À leur arrivée, ils ont continué à le frapper. Même le chef qui était sur place a favorisé qu'il soit frappé. Aux environs de 3 heures, nous avons reçu un appel qui nous annonçait sa mort. Il n'a pas été égorgé ou fusillé, il a été frappé à mort. Son cadavre est toujours là, nous avons refusé de l'enterrer avant l'arrivée des autorités. L'événement nous a vraiment fait tristes. La famille Majambere ignore le mobile de ce crime, mais plutôt a reçu des menaces à ce propos. On ne nous a rien dit car là où nous étions, on nous a menacé comme quoi quiconque va dire un mot va être fusillé. Ces policiers sont venus et ont demandé qui était Kagame. Ce dernier s'est présenté vu qu'il était innocent. À l'endroit où ils l'ont arrêté et la position, il y a une distance de 1 kilomètre. La famille de Prosper demande que les auteurs du crime soient jugés. 4 policiers ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, mais n'avons pas pu joindre Ephraim Ndikumasabo, administrateur de la commune Bukeye. Et des informations qui viennent de nous parvenir font état de l'insécurité suite à des crépitements d'armes à feu en commune Kabarore de la province Kayanza sur les collines Gwimbogo et Kibati. Selon les mêmes informations, un rebelle aurait été arrêté par des militaires et la population de la colline Kiruhura ce samedi en zone Ndora de la colline Bukinanyana en province Chibitoke serait actuellement en train de quitter les ménages et selon les habitants, un militaire aurait été blessé dans ces affrontements. Après des combats qui ont eu lieu dans la Kivira du côté proche des communes Bukinanyana et Kabarore qui ont opposé des rebelles du raid Tabara et les militaires burundais, les habitants ne dorment plus chez eux de peur d'être tués. Ces habitants demandent que les parties en conflit puissent s'asseoir sur la même table de négociation. Le point avec Balthazar Mibour.
La région proche du barrage hydroélectrique de Guegura, du côté de la commune Bukinanyana, située en province Chibitoke, et la commune Kabarore en province Kayanza, a été le théâtre des affrontements entre les rebelles du mouvement de Tabara et les militaires burundais. Les habitants de ces localités indiquent qu'ils craignent d'éventuelles attaques d'un moment à l'autre. Il faut aussi savoir qu'ils ne dorment plus dans leur maison. À 18h, tout le monde doit avoir terminé son repas. Lorsque ces combattants sont venus attaquer, il était 19h. Nous rassemblons nos enfants, puis nous nous éloignons dans la nature. Ces habitants ajoutent qu'ils n'attendent pas de crépitement d'armes, mais constatent l'identification des mouvements des militaires. Nous craignons que ces rebelles reviennent. À ce moment, vous comprenez que nous serions exposés à des risques lors des affrontements. Les citoyens qui ne dorment plus dans leur maison sont ceux des collines Gwimbogo, Kibati, Nyamisagara de la zone Guegura en province Kayanza. Le bilan des dégâts pendant les affrontements de ce samedi n'est pas encore connu. C'était un reportage signé Balthazar Miburo. L'avocat Dieudonné Bachila Hishize vient de sortir un livre qu'il a intitulé Burundi, la nation prise en otage. Dans ce livre, il parle de la vie des Burundais dans le passé. Un passé qui, selon lui, a toujours été caractérisé par des crises cycliques. Maître Dieudonné Bachila Hishize indique que ce sont les dirigeants du pays qui sont les auteurs de la vie malheureuse que mène le peuple burundais. On l'écoute. Le président Ndayishimiye, il a été nommé à la tête du parti politique 2 mois uniquement après avoir été mis à la retraite dans l'armée. On peut se poser des questions. Est-ce que on peut être à la tête d'un parti politique sans en avoir été membre? Parce qu'on n'a jamais vu l'ancien militaire entrer publiquement au CNDD-FDD. La réponse est simple, c'est qu'il en était déjà membre. Donc, tant que l'armée est dans les mains du parti au pouvoir, tant que la justice est dans les mains du parti au pouvoir, tant que le Parlement ne joue pas son rôle, il est très très difficile d'espérer que la situation chaotique que nous vivons maintenant pourra changer. Donc il sera très difficile au regard de ce que le pouvoir est en train de faire maintenant, les crimes contre l'humanité continuent de plus belle. Hier, le président disait qu'il va combattre la corruption, mais manifestement, il revient sur ses mots et son débit. Bref, je pense que c'est la continuité, une continuité douloureuse vers une descente effrénée vers les enfers. Mais les Burundais doivent en être conscients. Ils sont face à des difficultés extrêmement graves. C'est un moment difficile dans leur histoire, mais ils doivent essayer de surmonter, de remonter la pente pour que demain, après-demain, les Burundais pensent à vivre ensemble en paix. Maître Dieudonné Bachila Hishize sera l'invité du journal. Humura Burundi. Page droit de l'homme, 2 militants du parti CNL sur la colline et zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura ont été arrêtés par des Imbonerakure accompagnés par des policiers dans la nuit de ce samedi et conduits au cachot de la même zone Rubirizi accusés de détention illégale d'un fusil. La population, quant à elle, crie à un pire montage dans la mesure où cette arme a été présentée lorsque ces citoyens étaient déjà à la zone. Intolérance politique sur la colline Nyagatovu, zone Wukuba, commune Vumbi de la province Kirundo. Ce samedi, un groupe des Imbonerakure du parti au pouvoir s'est attaqué à un membre du parti CNL en pleine journée. Ils ont déchiré en public le t-shirt qu'ils portaient pour la simple raison que ce t-shirt portait les signes du parti CNL. Le groupe de ces Imbonerakure était dirigé par leur chef, nommé Karenzo, surnommé Bivunyungu. La population locale juge d'injuste ce comportement des Imbonerakure. Selon elle, les Imbonerakure portent les uniformes de leur parti quand, où et où ils veulent.
Grogne dans la prison centrale de Mimba, les détenus dénoncent les conditions inhumaines de détention. Ils dorment sous la belle étoile et à même le sol sans couverture. Un de ces prisonniers a succombé le matin de ce dimanche suite de mauvais traitements. Les détenus craignent ainsi le pire en cette période de pluie. C'est un reportage signé Innocent Valentin Singiranghav. Selon notre source, dans la prison centrale de Mimba, dans cette maison carcérale, les détenus sont regroupés en catégories. Ainsi, on y trouve des prisonniers politiques qui mènent une vie plus ou moins meilleure par rapport aux autres. Ils dorment sous le toit, entre murs et possèdent des couvertures. Cependant, on y trouve une autre catégorie de détenus, ceux qui sont presque délaissés. Ils n'ont pas d'avocat et la plupart d'entre eux viennent de faire plus de 3 ans de détention sans avoir comparu, ne serait-ce qu'une fois. Ils ne savaient rien de leur dossier. C'est dans cette catégorie qu'on trouve des détenus sans abri ni couverture. Certains parmi eux passent la nuit au terrain de football et dorment dans des sacs ayant servi à la conservation du charbon ou du haricot. Ils les prennent pour des sacs de couchage. Selon toujours notre source dans cette maison carcérale, suite à ces conditions de détention, certains parmi ces prisonniers souffrent déjà des maladies qui seraient causées par le froid, d'autres encore ont accumulé du sommeil au point d'en devenir faibles. La rédaction de la RPA a appris ce matin qu'un prisonnier est décédé subitement. Ce dernier faisait partie des détenus qui passent la nuit à la Belle Étoile. Ces co-détenus pensent que les causes de la maladie qui a causé sa mort seraient liées à ces conditions carcérales. Les détenus de la prison centrale de Mimba demandent aux défenseurs des droits de l'homme de lancer un plaidoyer aux autorités habilitées afin de changer leurs conditions de détention. C'était un reportage signé Innocent Valentin Singiranghav. Les États-Unis d'Amérique comptent interdire aux étudiants ressortissants de la majorité des pays de l'Afrique de l'Est, y compris le Burundi et certains pays asiatiques, de poursuivre leurs études universitaires en limitant la durée de séjour sur le territoire américain. Comme l'indique la proposition du département de la sécurité intérieure des États-Unis, ces étudiants ne pourront plus bénéficier de visa étudiants pour une durée dépassant 2 ans. Aaron Rickman-Menrick, analyste de politique d'immigration au sein du Conseil américain d'immigration, explique sur son compte Twitter que la plupart de ces pays qui seront touchés par ces restrictions ont déjà atteint le seuil de 10% du taux de citoyens qui ont dépassé la durée de leur visa. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Page santé à présent, seuls 12 cas de personnes testées positives à la Covid-19 existent encore au Burundi à travers son compte Twitter. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida fait savoir que 4 parmi les 12 personnes testées positives au Covid-19 sont venues de l'extérieur du pays. Le point avec Walter Quizil. Selon les tests de dépistage au Covid-19 effectués depuis le 21 au 27 septembre, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida indique que 9 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés, ce qui ramène à 12 personnes l'effectif total de cas positifs. 4 parmi ces 12 personnes testées positives sont des voyageurs venus de l'étranger. Un parmi eux a été amené par la compagnie Brussels de la Belgique, un autre par la compagnie Ethiopian Airlines et les 2 autres en provenance de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Selon toujours le ministère de la Santé et de lutte contre le sida, parmi les cas positifs internes, 2 sont dans l'hôtel Source du Nil. Quant à ceux en provenance de l'étranger, un se trouve dans l'hôpital de Muyinga, un dans l'hôpital de Nyanzalak et dans la province Kirundo.
Le même ministère indique que depuis l'apparition de cette pandémie sur le territoire national, plus de 37 000 prélèvements ont été effectués. 34 900 parmi eux ont été effectués lors de la campagne de dépistage du Covid-19. Le même ministère fait savoir que seule une personne a été emportée par le Covid-19 depuis son apparition au Burundi. Pourtant, selon Caritas Burundi, une association de l'Église catholique, plus de 10 personnes sont mortes au Burundi suite au coronavirus. Le ministère de la Santé publique a également annoncé que le Covid-19 n'est plus une pandémie au Burundi. Merci à Walter Kwizé. Là, il s'observe une certaine lâcheté dans la lutte contre la pandémie coronavirus dans le secteur de transport en commun dans la ville de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Certains habitants de Bujumbura indiquent que la Covid-19 a été maîtrisée au Burundi. Vicky Chris Ninhelet. Au grand parking communément appelé Kotebu, dans la ville de Bujumbura, on constate effectivement de nombreux bus de transport qui se rendent dans différentes directions du pays. Dans ce lieu public, il n'y a pas pourtant aucun endroit réservé pour se laver les mains dans le cadre de lutter contre la Covid-19. Les passagers qui utilisent ce parking indiquent qu'ils ne sont pas préoccupés par le lavage des mains. Même scénario à la capitale politique de Gitega. Au grand parking des bus, situé à un endroit communément appelé Kumasangandira, on y constate de la négligence dans la lutte contre la Covid-19. C'est au moment où, au mois d'août dernier, les seaux et les savons étaient placés dans des endroits déterminés dans ce parking et des gens qui assuraient la surveillance de cette pratique de se laver les mains, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certains transporteurs en commun à Bujumbura ou encore à Gitega avancent que la Covid-19 a été maîtrisée au Burundi. Comme l'indicatif l'annonce, revenons donc à notre invité de ce magazine. L'avocat Dieudonné Bachila Hishize vient de sortir un livre qu'il a intitulé « Burundi, la nation prise en otage ». Dans ce livre, il parle de la vie des Burundais dans le passé. Suivez Maître Dieudonné Bachila Hishize. Oui, Maître Dieudonné Bachila Hishize, tu fais partie des défenseurs des droits de la personne humaine. Bonjour. Bonjour. Et tu as publié récemment un livre intitulé « Burundi, la nation prise en otage ». Parlez-nous un peu du contenu de votre livre. Le livre retrace un peu le parcours de toute une génération sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques controversés. Le livre revient sur la vie de toute une génération qui a vécu dans une instabilité chronique. Dans ce livre, j'essaie de décortiquer les causes profondes d'un marasme que vit le pays depuis plusieurs années. Et entre autres causes, j'ai identifié notamment la crise des valeurs parce que il y a très longtemps, les valeurs d'Ubuntu, les valeurs de Bushinganae, les valeurs de vérité étaient à l'honneur. Mais maintenant, apparemment, on s'impose par la force. Rares sont les fois où on peut accepter d'être contrarié alors que le contradictoire fait partie de nos valeurs. Et il y a aussi l'idéologie du génocide, il y a la manipulation, les manipulations politiques basées sur l'exclusion. Et je suis revenu aussi dans ce livre sur les événements de 2015, lorsque, pour la première fois après l'indépendance, les Burundais se sont mis ensemble, comme une nation, pour parler d'une même voix au sujet d'une revendication politique importante, parce que 2015, c'était une transition importante vers la démocratie. Et ça n'a pas été le cas. Le peuple continue à être muselé. Il vit dans une sorte de prison à ciel ouvert où les libertés publiques sont piétinées. Et le livre finit en effet par, après avoir identifié tous ces mots, les institutions régaliennes qui sont dans les mains d'une poignée de personnes, le livre finit en espoir, en essayant d'identifier les voies de sortie qui sont loin d'être exhaustives. Nous entendons ici et là des Burundais qui ont pris l'option de prendre des armes pour lutter contre le régime en place au Burundi. Tu trouves pas que la donne actuelle pourrait aggraver les choses au Burundi? Ça fait plusieurs décennies que la vie des Burundais rime au rythme des armes. C'est la guerre, ce sont les réfugiés. Le Burundi produit des réfugiés depuis plus de 50 ans.
Et malheureusement, même l'entente qui avait eu lieu en 2000 vient d'être remise en cause. Et c'est une chose extrêmement grave que de revoir renaître les affres de la guerre, de voir le Burundi replonger encore dans les actes de violence. Je pense que tout le monde devrait se remettre en cause et viser loin, ne pas juste faire des visions à court terme, mais penser nation au lieu de penser faction. Si les Burundais ne s'asseyent pas ensemble, nous serons très loin d'une solution qui pourra rassurer tout le monde. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, une rébellion entre Burundi et chasse le pouvoir en place. Il y aura d'autres personnes qui seront dehors et qui vont se reconstituer encore une fois en rébellion pour essayer de chasser le gouvernement qui sera issu de cette rébellion. Donc ça sera toujours le même cycle de violence qui ne s'arrêtera pas. Il est grand temps que les Burundais appréhendent leurs vrais intérêts et se mettent ensemble pour penser les plaies, pour se réconcilier en usant beaucoup plus de la vérité et de la justice, afin de préparer un avenir radieux ensemble. Notre génération a vécu des moments très difficiles et ça serait irresponsable de léguer à notre progéniture, à notre cycle de violence réciproque, donc de vengeance, de ressentiment. Donc il est grand temps qu'on mette un terme à ce cycle vicieux de violence et il appartient à ceux qui sont au pouvoir maintenant de se surpasser, d'aller au-delà de leurs intérêts politiques et de voir comment rassembler tous les Burundais autour d'une table de négociation pour que l'on se convienne sur la façon dont on doit vivre ensemble dans la paix, dans l'unité, dans la concorde. Oui, Dieudonné Bachilaï, je rappelle que tu es un avocat et défenseur des droits de la personne humaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie infiniment. Donc, Maître Dieudonné Bachilaï s'est entretenu avec Éloge Divin Remèche. Place maintenant à la rubrique Uwaruka. Ce soir, nous allons revenir sur le langage contradictoire du président de la République, Évariste Ndayishimiye, sur la mesure qui exige les hautes autorités du pays de déclarer leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. La rubrique Uwaruka vous est présentée par Nadège Ilakotse. Ubahuka. Dans une période d'un mois, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a déjà tenu deux langages qui se contredisent en ce qui concerne la déclaration du patrimoine des autorités du pays avant d'entrer dans leurs fonctions ainsi qu'à la fin de leur mandat. Dans la rubrique Uwaruka de ce dimanche, nos invités, à savoir Maître Gustave Nyonzima et Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom, vont nous dire ce que la loi burundaise prévoit dans ce domaine. Au micro, c'est Nadège Irakodze. Bienvenue. En date du 23 août 2020, le président Évariste Ndayishimiye a demandé aux cadres de l'État de penser déjà à la déclaration de leurs biens. Il l'a annoncé au terme d'une croisade de prière qui se déroulait à Bouye, en province Ngozi. Selon lui, c'était dans le but de lutter contre la corruption et les malversations économiques. Nagomba fatire akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose ko twese twiyemeje kugenda turi bashasha duhindutse nagira ndabasabe. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les recadres. Comme nous rentrons de la prière, j'ose espérer que l'on a tous changé. Alors, à partir de demain, commencez tous à vous préparer pour que dans les semaines à venir, on commence à déclarer nos richesses devant la justice. À la fin de la législature, à faire le même exercice pour montrer que l'on n'a pas détourné la richesse du pays. Nous savons bien que c'est une étape prévue par la loi dans le cadre du combat contre la corruption et les malversations économiques. Nombreux ne savaient pas sans doute. C'est pourquoi je tiens à le rappeler pour que tous les cadres se tiennent prêts à le faire. Il ne faudra pas que l'on nous traite de voleurs pour de biens que nous possédions même avant notre entrée en fonction.
twanyonoye kandi vyari vyo twari dusanzwe dufise kandi rero duhejeje ikiringo naho nyene tuzosubira twerekana ivyo dufise kugira ngo bimenyekane. Un mois après, le président Évariste Ndayishimiye est revenu sur sa parole. C'était ce vendredi 25 septembre au cours de la conférence publique qu'il a animée en province de Gitega. Beaucoup de gens le comprennent mal. Ils pensent que c'est comme au tribunal. Sachez que chaque personne a un capital pour commencer. Même un nouveau-né, son père constitue son patrimoine. Tu peux avoir beaucoup de richesses alors qu'on était parti à zéro. Est-ce qu'on va te demander, dois-tu tirer ces richesses? Nous avons conclu que cela n'était pas objectif. Vous saurez que les biens d'une personne devraient être tenus secrets. Maître Gustave Niyonzima déplore les deux langages tenus par le président Évariste Ndayishimiye et explique que par son discours, il a violé la constitution du Burundi. De prime abord, je commencerai à dire qu'il y a eu un revirement à 180 degrés quant à la conduite affichée de son Excellence le président de la République Évariste Ndayishimiye par rapport à sa parole d'honneur donnée. D'abord tambour battant, ciel éclairci, ensuite devant le Tout-Puissant notre Dieu et enfin devant le peuple burundais qui est souverain. Ça prouve sans embâche qu'il risque d'y avoir une dichotomie au niveau de la prise de décision au sommet de la sphère étatique. On dit les officiers généraux caciques décidèrent lui auraient opposé un refus catégorique. Donc il y a de façon très limpide une incohérence dans la vision de la conduite des affaires politiques de l'État par le chef de l'État lui-même. Pour lui, la déclaration du patrimoine des mandataires politiques devrait être étayée en fin de mandat, quitte à vérifier s'il n'y a pas eu de malversation économique, et ce qui n'est pas le cas du point de vue de la légalité. Les articles violés de la loi, d'abord il y a l'article 29 de la loi de 2006 portant mesures de prévention, de répression, de la corruption et des infractions connexes. Cet article exige que dès les rentrées en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président, le premier ministre, les parlementaires, donc les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat sont tenus de déposer à la chambre judiciaire de la Cour suprême une déclaration écrite sur les honneurs de leurs biens à la Cour suprême, donc à la chambre judiciaire. Donc on voit que cet article 29 a été transgressé par le chef de l'État, mais aussi c'est la même chose pour l'article 95 de la Constitution de 2018 qui exige, comme l'article 29 que je venais de citer, que dès les rentrées en fonction et à la fin de ce récit que le président de la République, le vice-président, le premier ministre et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'ils doivent sur leur honneur déposer une déclaration écrite de leurs biens à la chambre judiciaire de la Cour suprême. Il en est de même pour l'article 151 de la Constitution de 2018 qui exige qu'il doit y avoir une cellule de lutte contre la corruption et qu'il doit y avoir cette déposition de la déclaration écrite des biens des mandataires publics. Ce qu'il y a derrière, on voit que tout ce qui a été exigé par la loi n'est pas pris en considération par le pouvoir actuel. Et on voit que, comme il a dit lui-même, le chef de l'État avait promis de continuer dans la marche de son prédécesseur. C'est ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas eu aucun changement. Donc la loi a été biaisée, comme je venais de le dire. Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, explique que les différentes autorités du pays doivent déclarer leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. Il est clair, c'est un langage contradictoire. Quand on écoute le message du président du 23 août 2020 où il a appelé tous les serviteurs publics de déclarer leur patrimoine en déjà 2 semaines,
aux yeux de l'ORICOM, c'était excellent. Par ailleurs, c'était une façon de rappeler les serviteurs le respect de la loi. Ici, je dois vous dire que, contrairement à ces contradictions, la Constitution burundaise, à son article 95, et la loi régissant la Cour suprême, ces deux textes importants exigent au président de la République, au vice-président de la République, au Premier ministre, aux membres du bureau de l'Assemblée du Sénat, ainsi qu'au ombudsman burundais, de déclarer leur patrimoine sur leur honneur. Donc, s'ils ne déclarent pas, c'est-à-dire que leur honneur est mis en cause. La deuxième chose, la loi anticorruption, promulguée en date du 18 avril 2006, consacre tout un chapitre de l'article 29 à l'article 41 qui parle de la déclaration des biens des mandataires publics. Ici, je dois vous rappeler qu'en plus de ces serviteurs que je viens de citer, cette loi anticorruption énumère des hauts cadres de l'État, tous les hauts cadres de l'État et cadres de l'État nommés par décret, ainsi que même des responsables de sociétés publiques et privées qui gèrent les fonds publics. Il en est de même au niveau des départements jusqu'à la commune, ceux qui sont chargés des finances publiques au niveau des communes. Donc partout, ils doivent déclarer leur patrimoine dans des juridictions différentes. Il y a ceux qui déclarent au niveau de la Cour suprême, il y a ceux qui déclarent au niveau de la Cour d'appel, il y a ceux qui déclarent au niveau des tribunaux de grande instance. Donc, la loi à son niveau est claire. Cette loi anticorruption donne même un délai de 15 jours, donc lors de la prise de leurs fonctions, c'est-à-dire les serviteurs entrants et les serviteurs sortants, ils doivent déclarer patrimoine en délai à 15 jours. Une fois que ces déclarations sont faites, en principe, les dépositaires de ces déclarations, ils doivent vérifier certaines infractions dont l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent. Ici, je voudrais aussi souligner que les conjoints des serviteurs ainsi que les enfants, aussi, les patrimoines doivent être déclarés. uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Si le gouvernement Ndayishimiye ne respecterait pas la loi, les conséquences ne vont pas manquer, souligne Maître Gustave Nyonzima. Et tous ces articles que je venais de citer et détailler sont une inspiration et reflètent l'esprit et la lettre de la Convention des Nations Unies adoptée par la résolution 58/4 du 31 octobre 2003, qui est donc une convention contre la corruption et signée à Mérida au Mexique en date du 9 décembre 2003. L'objectif étant de promouvoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, contre le favoritisme, contre les malversations économiques, contre la gabegie, et j'en passe. Comme conséquence, donc, on voit que si ces lois ne sont pas respectées, on n'a qu'un État autoritaire, népotiste et fantoche. Mais aussi tous ces dignitaires qui ne se la courent pas douche, tôt ou tard, ils seront poursuivis devant les cours et tribunaux. On peut donner plusieurs exemples des anciens chefs de l'État ou des anciens membres du gouvernement de plusieurs États où à l'époque ils étaient comme des faiseurs de la loi, mais après la chute de leur pouvoir, ils ont été poursuivis en justice, les Pinochet et consorts, on les a vite traînés en justice. Donc la déclaration du chef de l'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a épaté plus d'un. On voit qu'il a transgressé sciemment les articles 95 et 151 de la Constitution de 2018 et l'article 29 de la loi de 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. Une autre conséquence du non-respect de la loi serait la recrudescence de la corruption et des malversations dans le pays, comme l'indique Gabriel Rufyiri, qui demande aux autorités du pays de se ressaisir.
Les conséquences seront énormes aux yeux de l'ORICOM. D'abord, les corrompus vont engager la vitesse supérieure en matière de détournement et de corruption parce qu'ils pensaient que le président de la République actuel, comme il n'était pas cité dans des dossiers, pensait peut-être que les choses allaient changer et il craignait peut-être qu'il pourrait être poursuivi. Et voilà, ce message, pour moi, c'est un message qui les autorise purement et simplement à voler. Vous comprenez qu'à ce niveau, les impôts et taxes, au lieu d'être mis dans les caisses de l'État, ils vont directement se trouver dans les poches des mandataires publics. Donc, pour nous, c'est vraiment un signal mauvais qu'il faut à tout prix combattre le plus rapidement possible. Deuxièmement, aux yeux des partenaires du Burundi, qui commençaient à avoir une lueur d'espoir en matière de gouvernance sociale, économique, politique, etc. Donc, pour nous, les partenaires qui voulaient aider il y a quelques mois, certainement qu'ils vont changer d'avis parce que ce genre de message montre en suffisance que les fonds qui seront donnés ne seront pas utilisés pour soulager la misère des citoyens. Appuyant à l'article 69 de la Constitution qui stipule que les biens publics sont sacrés et inviolables et que tous les citoyens sont appelés au devoir de les protéger. En s'appuyant sur cet article, l'ORICOM fait un appel vibrant au président de la République et ses proches collaborateurs de respecter la Constitution à son article 95, mais aussi la Convention internationale de lutte contre la corruption, la Convention des Nations Unies, que le Burundi a ratifiée le 18 janvier 2005. C'est un engagement international que le Burundi a pris. Donc, il faut que cette convention, donc au niveau international ou au niveau africain, la Convention africaine contre la corruption, ces deux conventions soient respectées. Troisièmement, il faut que la loi anticorruption aussi soit respectée. Nous pensons que les choses vont changer, sinon l'ORICOM va continuer de faire un plaidoyer jusqu'à ce que les choses changent. C'est sur la voix de Gabriel Usiri, président de l'ORICOM, que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche. Merci aux invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à Nadège Irakodze pour cette rubrique Ubahuka. Merci pour votre aimable attention. C'est par ici que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce 27 septembre 2020. Merci pour votre aimable écoute encore une fois. Merci à Lucie Kabera pour la bonne collaboration technique et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité. Okay.